Bonjour, c'est Christelle Cronier. J'ai le plaisir de retrouver Cécile Montier, directrice éthique, sociale et promesse employeur dans le groupe Bouygues, ex-directrice du développement des talents groupe et ex-DRH adjointe de TF1 Le Groupe. Avec elle, nous allons faire un point sur la lutte contre le sexisme dans les entreprises. Bonjour Cécile. Bonjour Christelle. Alors, plus de 8 femmes sur 10 considèrent être régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions sexistes en France. Et vous venez avec le groupe Bouygues de signer l'initiative Stop, qui engage l'ensemble de vos filiales dans la lutte contre le sexisme. Alors, pourquoi avoir signé cette initiative ? Alors, tous nos métiers étaient déjà engagés contre la lutte contre le sexisme et la prévention du harcèlement. On a des process qui sont en place depuis un certain nombre d'années. Mais pour l'avoir expérimenté avec TF1 il y a quelques années, le fait de faire de la pédagogie sur le sexisme ordinaire, c'est vital parce que la plupart des collaborateurs ne se rendent pas compte de ce que ça veut dire concrètement. Or, le sexisme ordinaire, c'est le quotidien dans nos entreprises et les enquêtes démontrent que quand on est victime de ce type de comportement, ça provoque la mise en retrait, la perte de confiance en soi, le fait de moins s'exprimer, le désengagement. Donc, pour travailler et la qualité de vie au travail des collaborateurs et la lutte contre le désengagement des collaboratrices, c'est vital d'expliquer ce que c'est que le sexisme ordinaire et de faire en sorte que chacun se sente concerné et responsable d'agir et de prendre part aux discussions quand ils sont témoins de ce type de comportement. Parce que ça n'est pas qu'une responsabilité de manager, c'est la responsabilité de chacun d'entre nous, des collègues, entendre une réflexion de sexisme ordinaire, on doit réagir en fait. Il faut apprendre à devenir acteur. Et donc dans le sexisme ordinaire, il y a les blagues lourdes, le fait de se faire interrompre systématiquement en réunion. Alors c'est pas dans toutes les entreprises que ça se passe comme ça, mais quand même souvent. Les injonctions de virilité aussi, on en parle peu, mais c'est une réalité. C'est-à-dire de faire comprendre à un homme qu'il n'est pas responsable, par exemple, d'aller chercher ses enfants, qu'il doit avoir une femme pour faire ça. Tout ça, c'est des choses que nous remontent de plus en plus les jeunes comme étant des souffrances. Et donc, nous, on veut en parler pour que on fasse bouger la culture de nos entreprises. Voilà. Et alors, pourquoi l'avoir signé au niveau du groupe Bouygues ? C'est aussi parce que le signer au plus haut niveau de l'entreprise, ça montre la voie, de la tolérance zéro, et 2, de la nécessité de faire de la pédagogie sur ces domaines. Vous avez donné quelques exemples concrets au quotidien, mais est-ce que ça existe encore vraiment, ça, finalement parfois les rôles réducteurs un peu absurdes de faire apporter le café par des femmes, d'avoir des remarques sur la maternité, d'appeler les femmes par leur petit nom et pas les hommes. Donc c'est vraiment une réalité encore aujourd'hui. Appeler les femmes par des petits noms, c'est une réalité, mais pour avoir travaillé dans l'audiovisuel, c'est aussi une réalité des femmes vers les hommes. Ça existe dans les deux sens. Et ça fait le même effet. C'est un effet de mise à l'écart ou de réduction, voilà. Mais oui, de se voir attribuer une tâche, d'aller chercher des cafés ou de prendre des notes dans une réunion, oui, ça arrive plus souvent sur des femmes que sur des hommes. Souvent, c'est pas méchant, c'est juste des remarques qui sont liées à des stéréotypes de genre, c'est-à-dire on a des métiers, faut être transparent, ou quand on est sur un chantier, c'est des amplitudes horaires qui sont importantes, parfois des déplacements, on constate qu'il y a des stéréotypes, enfin en tout cas une pensée générale qui se dit qu'on peut être une femme à responsabilité tant qu'on n'a pas d'enfants, mais quand on a des enfants, on doit en sortir. Parce que c'est incompatible d'avoir une charge d'âme d'enfant avec un rôle à responsabilité sur un chantier. Donc, je suis pas en train de dire que c'est pas compliqué de concilier les deux, mais ça devrait être aussi compliqué pour un homme que pour une femme. Et c'est ce sur quoi on veut lutter en fait, sur ce type de stéréotype. Finalement, ça semble anodin, ces remarques un petit peu sexistes, mais ça a des retombées particulièrement nocives sur certaines femmes, comme par exemple un gâchis d'énergie. Ça génère un gâchis d'énergie, une démotivation, du turnover aussi, des démissions. Et on a une vraie volonté dans le groupe à faire monter la part des femmes
dans les postes clés de l'entreprise. Et on fait un gros effort pour en recruter plus, et c'est compliqué dans les métiers techniques. Donc ce qu'on ne veut pas, c'est perdre celles qu'on recrute. Donc on doit aussi faire bouger les lignes de ce côté-là, offrir plus de possibilités pour pouvoir aménager le temps de travail, et puis surtout déjouer ces biais, parce que elles nous expriment d'elles-mêmes dans les enquêtes que ça les fait souffrir, oui. Ça les fait souffrir. Elles ont l'impression de devoir faire 2 fois plus leurs preuves que les hommes. Parfois à tort, mais souvent à raison. C'est bien qu'un groupe avec 200 000 personnes et dans plus de 80 pays s'y mettent vraiment. Voilà, et ce qu'on souhaite, c'est que quand on s'engage dans cette initiative Stop, alors c'est vrai que c'est une initiative française, mais qui a été conçue par des groupes internationaux. Ça a été conçu par EY, Accor et L'Oréal, mais ce sont des groupes internationaux. Et du coup, il y a vraiment un partage de bonnes pratiques entre nous, et souvent aussi avec des livrables qui sont à la fois en français et en anglais. Il y a un e-learning de prévention du sexisme ordinaire qui existe, qui va être traduit en anglais. Donc nous, on a cette volonté d'étendre les engagements de Stop à l'ensemble de nos métiers, mais dans le monde entier, même si les cultures de la mixité, en fonction de la loi de chaque pays, doivent s'appliquer différemment. Il y a des pays où les femmes ne peuvent pas travailler. Et il y a des pays où les femmes, à certains postes, ne sont pas accessibles aux femmes. Enfin, il faut s'adapter, mais c'est quand même un combat pour nous de faire en sorte que le droit des femmes ne recule pas, voire qu'il se développe. Et on sait que c'est un sujet dans le monde entier. Vous aviez déjà beaucoup travaillé sur ces sujets de la mixité lorsque vous étiez à TF1, notamment avec Christelle Chiroux pour l'opération Experte à la Une. Vous pouvez m'en parler un peu plus ? Oui. Donc là, TF1, c'est un peu un contexte un peu à part. On est un média qui est leader sur son marché. On parle tous les jours à des millions de personnes, avec une raison d'être qui est autour de pouvoir inspirer positivement la société. Donc, avec également des mesures de la place des femmes sur les antennes. Et on s'est rendu compte il y a quelques années avec la rédac que les femmes étaient sous-exposées sur les antennes, et que notamment quand elles étaient exposées, c'était surtout dans un rôle de victime ou de témoin. Et donc elles étaient finalement très peu exposées dans des métiers d'expertes, notamment dans des métiers d'expertes sur des métiers généralement masculins. Donc on a enquêté pour savoir d'où venait ce problème. On s'est rendu compte que les journalistes travaillaient avec leur carnet d'adresses, que dans leur carnet d'adresses, il y avait peu de femmes, et qu'en plus, les quelques femmes qu'ils avaient, en général, 8 fois sur 10, ils avaient des noms, en fait, quand il fallait venir dans les heures qui suivaient, témoigner dans un journal télévisé. Donc, c'est de là qu'on a eu l'idée, avec la rédaction, de créer le programme Experte à la Une. Et l'objectif, c'est chaque année d'aller sourcer, et c'est donc Christelle Chiroux, qui est la spécialiste de l'info, la médiatrice de l'info, qui a ce rôle, d'aller sourcer une dizaine d'experts, il y en a peut-être 14 cette année, dans les métiers où on a du mal à les trouver, et donc des spécialistes de la guerre, des spécialistes du terrorisme, des spécialistes de la justice, des spécialistes souvent dans les sciences, des magistrats, dans la police, voilà, tous ces métiers où on voit peu de femmes, et d'aller donc les sélectionner et de les embarquer dans un training qui dure 1 an, où elles suivent une série de conférences inspirantes. Elles ont un mentor au sein de la rédaction, de façon aussi à démystifier les peurs qu'on peut avoir à aller témoigner 2 heures plus tard dans un JT. Et elles ont du training pour faire du média training, en fait, dans la caméra, puisque pour vaincre leurs appréhensions de « je ne suis pas prête »,« je n'ai pas le bon discours »,« j'ai pas le bon look », toutes ces appréhensions que n'ont pas forcément les hommes. Et donc ça fait 2 promos que Experte à la Une forme, et quand j'en suis partie, moi c'était il y a quelques mois, elle avait déjà de très bons résultats, c'est-à-dire 80% des expertes qui étaient embarquées dans les promos étaient déjà passées dans des sujets ou sur les JT, et on a vraiment pour vocation de continuer ce travail, parce que c'est indispensable pour faire basculer les choses au niveau de la représentation des femmes dans les émissions qui comptent. Et les rôles modèles sont très importants pour influencer positivement la société.
Donc c'est en ça que les métiers ont un rôle à jouer, les médias, pardon, mais aussi le digital, hein, et c'est tout l'objet de cette enquête dont vous avez dû entendre parler, qui est sortie sur l'évolution du sexisme en France. C'est que malheureusement, les réseaux sociaux ont un impact considérable comme en tant que rôle modèle sur les biais et les stéréotypes que construisent nos ados. Et comme les réseaux sociaux ne sont pas contrôlés comme le sont les médias, pour l'instant, on assiste à une espèce de recul, de retour arrière sur le sexisme, où finalement on constate que les jeunes sont parfois plus exposés à des comportements de sexisme ou des perceptions de sexisme biaisées qu'à notre génération. Donc c'est assez inquiétant en fait, parce que oui, ça montre de l'importance du rôle modèle. Et les rôles modèles, les médias comme TF1 et France Télévisions, enfin les grands médias travaillent pour faire bouger les lignes, mais c'est pas le cas des réseaux sociaux pour l'instant, et c'est un vrai sujet. Vous trouvez que les droits des femmes avancent ou régressent ? Je trouve ça avance du point de vue de notre prise de responsabilité dans la société, dans la politique, dans les affaires, dans l'entreprise. Et c'est vrai que les quotas nous y aident, enfin en France notamment, puisque que ce soit la loi Copé-Zimmermann ou maintenant la loi Rixain. Moi, je suis aux premières lignes, c'est une partie de mon métier, ça concerne nos dirigeants. Et alors, ils ne sont pas concernés que parce qu'il y a des quotas et des pénalités, mais quand même, ça attire leur attention, on va dire. Et mais en tout état de cause, on commence à avoir un peu plus de poids dans les postes à responsabilité, dans les comités de direction et dans la sphère politique. Mais après, on voit le nombre de féminicides en France qui ne recule pas. On voit le recul dans certains pays du droit des femmes. Enfin non, c'est une vigilance en fait de tous les instants. Ce que montrent les études, c'est que la place des femmes et le droit des femmes, il est lié à des cycles, et que quand on a l'impression d'avoir avancé, on peut reculer en fait très rapidement. Donc ça doit être une vigilance de tous les instants pour les hommes et les femmes, puisque c'est un combat qu'on ne peut gagner que si on s'assemble pour y travailler ensemble, parce que les hommes ont beaucoup à y gagner aussi. Vous qui avez travaillé donc de nombreuses années aux ressources humaines, est-ce que vous avez eu beaucoup de femmes qui sont venues vers vous pour vous raconter que c'était vraiment difficile pour elles, beaucoup de cas de harcèlement? Alors, beaucoup de cas de harcèlement, on n'en a pas tant que ça, mais on en a puisqu'on le traite depuis que la loi est passée. Maintenant, c'est encadré, donc on a eu quelques cas de harcèlement sexuel. En l'occurrence, j'ai connu plus de cas de harcèlement moral. Mais on en a assez peu, et ce qui d'ailleurs chez Bouygues nous a conduit à revisiter notre ligne d'alerte d'éthique, parce qu'en fait il y a des lignes d'alerte éthique dans toutes les entreprises, c'est la loi, mais on s'est dit qu'au vu du nombre d'alertes par an au niveau du groupe, c'était pas du tout suffisant pour être réaliste, et que l'alerte éthique devait être simple. Les gens qui font des alertes devaient être protégés, c'est la loi, mais en tout cas tout le monde devait le savoir. Et on vient de refondre l'alerte éthique du groupe Bouygues de façon à ce qu'elle soit beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus visible, et qu'elle puisse orienter aussi le type d'alerte qu'on souhaite donner, y compris sur le harcèlement sexuel. Et donc on a cette ligne, elle est commune à l'ensemble de nos métiers, et elle est dans toutes les langues du groupe dans lesquelles on travaille. On a une vraie volonté maintenant de faire savoir qu'elle existe, de faire savoir qu'on peut l'utiliser pour pouvoir traiter et accompagner les cas quand ils se présentent. Et c'est quoi concrètement une alerte éthique ? Alors, les alertes éthiques, ça peut être une alerte d'éthique des affaires, et vous n'êtes pas obligé d'être une salariée pour faire une alerte éthique. Ça peut être un prestataire, un partenaire qui fait une alerte éthique. Et alors il y a plusieurs catégories. Il y a l'éthique des affaires, il y a du harcèlement. Et alors j'ai plus toutes les catégories en tête, mais c'est tout comportement qui dysfonctionne, qui concerne directement un salarié de l'entreprise ou un de ses partenaires, peut être signalé et doit être pris en compte par l'entreprise. Est-ce que vous, en tant que femme, vous avez ressenti le plafond de verre ? Et si oui, comment est-ce que vous l'avez crevé ? Alors, je l'ai ressenti au moment où j'ai eu mes enfants, en fait.
mais je l'ai ressenti, mais à cette époque, puisque mes enfants sont grands, je m'étais préparée à ça. C'est-à-dire que je l'ai vécu comme une situation normale. C'est-à-dire que quand j'étais en congé parental parce que j'adoptais ma deuxième enfant et qu'on m'a dit il faut que tu reviennes au bureau parce que ton patron est parti et on veut que tu le remplaces, et que j'ai dit je peux pas rentrer parce que je suis en congé parental, donc je peux pas rentrer tout de suite, je me suis entendue dire mais je comprendrais tout à fait que tu recrutes quelqu'un d'autre. Voilà, parce que je savais que je rentrerais pas avant 3 mois et je m'étais préparée psychologiquement. Et donc, dans cette histoire, on a finalement recruté quelqu'un d'autre qui s'est avéré être un manager avec qui j'ai pas du tout été en accord a posteriori dans ses valeurs. Et donc, j'ai amèrement regretté de pas avoir eu l'audace de dire vous pouvez peut-être m'attendre pendant 3 mois. Et je me suis bien juré que ça ne m'arriverait plus jamais. Mais a posteriori, en ayant après beaucoup travaillé sur la mixité, le plafond de verre et les biais et stéréotypes et limites de cette pensée auto-limitante qu'on a toutes, je me suis rendu compte que je m'étais préparée à me dire c'est un problème d'avoir des enfants. À un moment donné, tu dois te sacrifier. Et c'est ce que j'ai fait à ce moment-là. Donc ça m'est arrivé une fois et ça ne m'est plus jamais arrivé depuis. C'est-à-dire que depuis, j'ai appris à demander, à exiger, à négocier, à oser demander une augmentation, demander à accéder à des sphères où je devenais visible. Et j'ai constaté que ça marchait souvent en fait. Et que au pire, j'avais un non et que c'était pas grave. Mais c'est vrai qu'on met du temps à apprendre ça. Oui, il faut pas s'auto-censurer en fait. Voilà, mais c'est vrai que, alors j'espère pour nos enfants, nos filles, que c'est moins le cas maintenant, mais à ma génération, on était préparés à se dire à un moment donné, on va devoir se mettre en retrait pour s'occuper des enfants. Ce qui est le cas, hein, mais ça doit être le cas pour le papa aussi en fait. Donc c'est ça que j'essaie moi de transmettre aux jeunes générations, c'est de, ils ont quand même beaucoup plus le réflexe que nous de partager la charge mentale de la famille, mais voilà, il n'y a pas de raison, on peut alterner. Donc oui, j'ai été victime de ça, mais je me suis rattrapée. Et vous avez eu beaucoup de postes à responsabilité, vous avez managé donc pas mal de monde dans vos équipes. Est-ce que vous avez le même pourcentage à peu près d'hommes et de femmes ? Et si oui ou non, en tout cas, est-ce que vous avez le sentiment que lorsque vous demandez des choses à des hommes, c'est plus compliqué qu'avec des femmes ? Alors, je suis dans un métier de ressources humaines, donc j'ai souvent beaucoup plus de filles que de garçons. Je vais pas parler de ça, mais ce sur quoi je peux témoigner, c'est que du coup, dans les équipes que j'ai pu avoir, j'ai des collaboratrices qui se comportent comme ce que pendant longtemps j'ai compris comme étant un comportement normal d'une collaboratrice, et j'ai certaines collaboratrices qui se comportent comme des garçons, c'est-à-dire qui me demandent des augmentations toutes les 5 minutes, qui me demandent à avoir tel et tel avantage. Et j'ai fait un gros travail sur moi pour ne pas le vivre de façon négative. Parce que aussi j'ai été éveillée aux études alors je ne sais plus comment s'appelle cette étude, c'est une étude d'Harvard qui montre que les femmes portent un fardeau, une espèce de punition sociale, qui fait que, en fait, à compétences égales, quand des hommes et des femmes demandent la même chose à des managers ou des recruteurs, on constate qu'ils l'obtiennent ou ils ne l'obtiennent pas, mais quand on mesure après l'envie du recruteur ou du manager de travailler avec ces personnes, de mémoire, à 60%, ils ont plus envie de travailler avec les hommes qu'avec les femmes. C'est-à-dire que dans notre inconscient collectif, une femme qui demande, on considère que c'est une emmerdeuse. Un garçon qui demande, on considère qu'il est ambitieux. Et ça, c'est un des biais profonds qui est inscrit dans notre culture, qui remonte à des cinquantaines, centaines d'années, et qu'il faut absolument déconstruire, y compris chez les RH, comme moi, parce que j'étais la première à me dire, mais attends, elle se prend pour qui à me demander tout le temps des choses, quoi. Et donc, du coup, je prenais ça avec le sourire en disant, ok, j'entends, mais je lui disais pas toujours oui, je disais souvent non. Mais ça m'a surtout appris à être vigilante pour, apprendre aux femmes à oser demander et à oser à supporter
qu'on dise non, puisque oser demander, ça veut dire aussi avoir des noms. Et deux, à éduquer les managers et les RH sur attention, on est tous porteurs de biais de stéréotypes. Et en général, on a une réticence avec les femmes qui essayent de négocier. Ce qui fait d'ailleurs que dans les réseaux de mixité que j'ai pu animer ou auxquels j'ai pu participer ces dernières années, on fait des formations à la négociation parce qu'on est moins armés que les hommes pour faire ça. On n'ose pas y aller parce qu'on sait que quand on y va, on est puni. Et donc nous, je ne sais pas par quelle raison, on nous a formés en disant déjà, t'es une femme, t'as des responsabilités, t'as un job intéressant, ça devrait te suffire en fait. Tu n'es pas responsable de surveiller et de protéger toute la famille. Parce que c'est ça. Et d'ailleurs, dans l'étude, c'est une des choses qu'on voit qui peut paraître choquante ou pas, c'est que les femmes, nous considérons encore, alors j'ai plus la stat en tête, mais de mémoire, à 70%, que les hommes sont faits pour nous protéger en fait. Et à la fois, ça fait partie de notre éducation, des grands archétypes. C'est pas toujours faux, mais on peut les protéger aussi, nous. Voilà, donc entre garçons et filles, je ne sais pas, parce que j'ai surtout géré des femmes et j'essaie aussi de rééquilibrer les choses, parce que je trouve que l'équipe X, la diversité des points de vue, c'est beaucoup plus créatif et innovant que des regards uniques. Mais en revanche, oui, attention, warning sur l'image négative qu'on peut avoir d'une femme qui essaie de négocier. Nous, on voit que en recrutement, si on n'est pas vigilant, les femmes demandent 10% de moins que les hommes, en fait, à formation équivalente. Donc, on est vigilant pour redresser leurs demandes quand c'est nécessaire, de façon à pas avoir de différence de salaire à l'embauche. Chaque année, il y a une journée de la femme. Le 8 mars. Est-ce que ça sert à quelque chose ou alors ça n'est que de la poudre aux yeux ? Alors non, nous on trouve que ça sert beaucoup, même si pour nous ce travail de pédagogie sur les femmes doit être fait tout au long de l'année. Mais ça a au moins le mérite de porter une attention particulière pendant une semaine, parce qu'en général on traite le sujet pendant une semaine, et de remonter les bonnes pratiques entre nos différents métiers en fait dans le groupe. Donc moi je trouve ça très important qu'il y ait cette journée-là, mais comme c'est très important qu'il y ait une journée de lutte contre le sexisme qui a été décrétée, je crois, par le président Macron comme étant maintenant le 25 janvier chaque année. Donc c'est très important, mais après, par exemple, en général, cette semaine-là, on donne à voir des rôles modèles inspirants de nos organisations. Moi, je considère que donner à voir des rôles modèles inspirants féminins, ça doit être fait tout au long de l'année. Parce que pour faire changer une empreinte inconsciente dans un cerveau sur des stéréotypes de culture, il faut de la répétition. Et il faut que les rôles modèles soient atteignables. C'est-à-dire que ça ne doit pas être que des directrices générales ou des managers auxquels on ne peut pas s'identifier. Ça doit être des femmes de notre niveau, mais qui ont pris des risques, qui ont obtenu des succès, qui ont grandi dans l'organisation et qui parlent aussi de comment elles ont surmonté, obtenu des responsabilités tout en ayant des enfants. Et donc, travailler en communication interne et en communication externe pour montrer ces rôles modèles, ainsi que d'ailleurs des rôles alliés, c'est-à-dire des hommes qui sont alliés du travail sur la mixité, c'est très important. Et ça doit être fait en interne, sur scène. C'est une vigilance de tous les instants. C'est mon rôle, mais c'est un peu la méthode Coué, parce que si on vérifie pas sans arrêt, c'est pas toujours le cas en fait. Vous avez un conseil pour les femmes ? J'ai beaucoup de conseils, mais il y a déjà soyez exigeante avec votre conjoint, parce que quand on devient parent, il faut vraiment faire en sorte de pouvoir se répartir les rôles, et c'est d'autant plus épanouissant pour les pères, enfin, en tout cas pour les conjoints. Ça, c'est le premier conseil. Gardez le même temps que font les hommes pour votre réseau, parce que c'est comme ça qu'on trouve des opportunités dans sa vie professionnelle. C'est en cultivant son réseau, en sachant demander conseil, en demandant de l'aide. Et les statistiques montrent qu'on y passe 3 fois moins de temps que les hommes. Donc, on est prise de vitesse à ce moment-là. Et puis, soyez curieuse. Pour grandir professionnellement, il faut apprendre tout au long de sa vie. Et c'est apprendre des compétences, des soft skills, des expériences.
Mais aujourd'hui, on a la possibilité de le faire assez facilement, dès lors qu'on a suffisamment de bande passante et pas trop de charge mentale pour le faire. Et c'est en ça qu'il faut être exigeante avec son conjoint. Merci beaucoup, Cécile. Merci, Christelle. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.